Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ravis de vous retrouver à Scène de Presse, édition de ce 30 juin 2024. Le 20 juin dernier, le président de la République, son Excellence Paul Biya, a procédé par ordonnance à une augmentation du budget 2024 qui passe ainsi de 6 679 milliards à 7 212 milliards de francs CFA, soit une hausse de 8% par rapport à celui qui a été adopté par les députés et les sénateurs en 2023. Pour la 8e année consécutive, rappelle le journal Éco Matin, le Cameroun augmente ses objectifs de collecte des recettes budgétaires et ajuste ses dépenses, en misant bien sûr sur les emprunts extérieurs. En attendant que le texte soit examiné au Parlement, notamment au Sénat et à l'Assemblée nationale, nous nous intéressons ce soir à quelques aspects de l'ordonnance présidentielle, notamment les projections qui sont faites sur la réduction par l'État de ses prévisions d'achat des biens. Ensuite, l'aspect relatif à la modernisation du système d'identification nationale. Dans le débat qui est animé par la presse cette semaine, à tort ou à raison, beaucoup de citoyens estiment que cette ordonnance entraîne une hausse des prix des services parmi les plus officiels, les plus sollicités. Nous en parlons à Scène de Presse et c'est avec le concours des invités de la CRTV que je me charge de présenter. Il y a d'abord Thierry Ndjoussi qui est là. Bonsoir. Bonsoir Séverin et merci de l'invitation. Merci d'être là. Vous appartenez au groupe de presse Météo, journaliste à Info Matin. Tout à côté de vous, Simon Kaldiop, bonsoir. Bonsoir Séverin. Merci d'être venu. Je rappelle que vous venez de Douala. Merci pour l'invitation. Ce n'est pas tous les jours que nous nous retrouvons à la CRTV. Bonsoir aussi à vos millions de téléspectateurs. Merci beaucoup, Président. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau. Vous êtes président général du collectif des organisations des consommateurs du Cameroun, en abrégé, le COC. Exactement, c'est ça. C'est une structure fêtière du mouvement consumériste qui a à son sein plus d'une quarantaine d'associations établies dans l'ensemble du territoire national. Je finis par Alphonse Aïssi Abena. Bonsoir. Voilà, bonsoir, M. Allega. Bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Vous nous faites l'honneur d'être là, vous venez également de Douala, vous êtes président exécutif de la FOCACO, entendez bien, Fondation camerounaise des consommateurs, c'est cela? Effectivement. Merci d'être venu, merci de répondre à l'invitation de la CRTV pour ce rendez-vous dominical. Je voudrais qu'on commence par un sujet qui a marqué l'actualité cette semaine, ces nombreuses morts sur nos routes. Il y a eu cet accident dans la falaise à Tchan, il y a eu notamment le décès subi de Landry Tsafak Ngemo, c'est un ancien lion, encore des morts sur la route. Mais moi je pense que l'origine et alors la cause de ces morts, c'est l'état de nos routes. L'état de nos routes, parce que nous avons des pistes en lieu et place des routes. Non seulement cela, ces pistes sont serpentées, c'est-à-dire à tout moment, vous avez des virages où vous vous retrouvez face à l'obstacle, vous n'avez pas le temps de réaction. Est-ce que les consommateurs que vous représentez ne font pas un mauvais usage du peu de routes que nous avons, des voies de circulation que nous avons? C'est l'État. Il faudrait que l'État change de politique en ce qui concerne la construction des infrastructures routières. Je vais prendre un exemple. Laissez-moi un peu expliquer cela. Il y a un quartier ici à Yaoundé, en pleine ville, Colbison, où entre le carrefour Colbison et la sous-préfecture, c'est 1 km 950. Mais c'est un bourbier total où aucune voiture ne peut passer, la moto ne passe pas, à pied vous ne passez pas. Quand vous arrivez à passer, vous payez 1000 francs pour que vous quittez votre maison pour un carrefour à moins de 2 km. Est-ce que c'est normal dans une république? Ce n'est pas sérieux. Donc, je peux citer des cas comme ça, légion. En zone rurale, alors c'est la catastrophe. Donc c'est pour dire quoi? Si nous sommes sur ce plateau pour essayer de présenter l'état des lieux, c'est pour dire au gouvernement de la République de changer de paradigme en termes de politique d'infrastructure routière. Parce que de faire un bon suivi même au niveau de leur réhabilitation ou alors de leur construction. Parce que vous ne pouvez pas me dire que l'État donne de l'argent pour la construction des routes, mais ne suit pas. Pour faire simple, il faudrait que le ministre des Travaux publics essaye de changer cette politique de construction de nos routes, oui, d'entretien de nos routes. On va parler des politiques publiques,
Mais en tant que citoyen, en tant que consommateur, est-ce que nous faisons un bon usage du peu d'infrastructures routières que nous avons? Est-ce qu'il n'y a pas un désordre déjà qui s'installe dans nos mentalités? Mais oui, vous avez raison. Là, vous énoncez les causes. Il y a les causes d'abord, ce qu'on appelle l'erreur humaine, la cause humaine. Donc, vous savez, beaucoup aussi ne sont pas formés de façon rigoureuse dans nos auto-écoles. Vous avez par exemple des auto-écoles qui n'ont même pas de bus de 70 places, qui n'ont pas de camions. Comment est-ce que tous ces conducteurs sont formés au quotidien? Donc la question se pose et il faut des réponses. Mais aussi, il ne faut pas dédouaner la responsabilité de l'État. Nos routes nationales sont devenues des cimetières pour les usagers de la route. Moi, je m'incline ainsi devant la mémoire de ces compatriotes qui tombent tous les jours, notamment cet illustre compatriote, un lieu indomptable, qui a défendu les couleurs du Cameroun. Donc, je m'incline devant sa mémoire et tous les autres. Donc, ça fait mal. Nous ne voulons plus de morts sur nos routes. Beaucoup ont résolu ce problème avec des routes à double sens. Vous savez, la principale cause d'accidents mortels, ce sont les dépassements. S'il y a dépassement, c'est parce qu'il n'y a pas double sens. Si vous allez dans un sens, vous ne devez pas rencontrer celui qui vient dans le sens opposé. C'est pourquoi on parle d'autoroute dans certains pays. Et surtout, que le consommateur est floué, l'automobiliste est floué. Vous savez, il y a un décret qui dit... J'aime bien vous entendre sur cette question, Ouais. mais en même temps, je suis un peu étonné par votre posture. Est-ce que nous-mêmes, je dis en tant que citoyens, est-ce que nous faisons attention lorsqu'on prend le volant, lorsqu'on se met Je l'ai dit qu'il y a la cause humaine, il y a la formation. Ici, entre Nsimalène et Yaoundé, l'autoroute qu'on a, la route qu'on a créée là-bas, il faut voir ce que les Camerounais font. Oui, ils roulent là. Est-ce que nous faisons un peu attention à C'est pourquoi l'usage? il faut de tout. Vous avez des routes où il n'y a pas de signalisation, que ce soit verticale ou horizontale. Pas de signalisation. On ne vous annonce pas un virage. On y a la ligne commence continue, elle est discontinue. Donc vous savez même plus ce que vous avez appris à l'auto-école. Lorsque vous venez pratiquer sur le terrain, vous vous perdez. Nous disons que même nos routes, nous sommes là pour sensibiliser. Mais maintenant, quand nous disons... Il y a le phénomène des mototaxis que nous voyons. Le phénomène des mototaxis, c'est pas surtout sur les routes nationales. On sensibilise, surtout que c'est l'État avec sa politique de tolérance administrative. Nous avons fait une enquête récemment, nous, au niveau de la Fondation camerounaise des consommateurs. Sur 100 mototaxis, 90 n'ont pas de permis de conduire. Si vous n'avez pas de permis de conduire, ça veut dire que vous êtes un agent criminel sur nos routes. Donc, il faut, quand on parle de sécurité routière, il y a des minima. Il faut que les gens qui prennent le volant aient ce qu'on appelle un permis de conduire. Et moi, je voulais finir en disant qu'il y a cette problématique des péages routiers. Il est hors de question qu'on paye pour un service qu'on ne reçoit pas. Donc, il faudrait qu'il y ait des routes bien construites pour penser à un retour sur investissement, pour penser à vendre des tickets de péage. Thierry, c'est une situation difficile à vivre, ces accidents réguliers sur nos tronçons routiers. Mais quand même, il y a eu quelque chose d'atypique. C'est qu'on a observé ces images, parfois par les hommes des médias qui ont circulé, des images assez difficiles à supporter. Je voudrais commencer par avoir une pensée pieuse pour tous ces hommes et ces femmes qui ont trouvé la mort sur nos routes. Et je voudrais également adresser mes condoléances les plus attristées aux familles des victimes. Nous avons perdu une valeur sûre du football camerounais. L'accident s'est déroulé le jeudi 26 juin sur l'axe Ebebda et Yaoundé. Il s'appelle Landingemo. 42 fois, si mes informations sont exactes, il a porté le maillot de l'équipe nationale du Cameroun. C'est un lion indomptable qui est tombé sur la route, pratiquement comme un mauvais clin d'œil du destin, parce que nous étions encore le 23 juin à commémorer un autre lion indomptable qui cette fois-ci était tombé sur le stade. Il s'agit de Marc-Vivien Fouet qui nous a quittés le 23 juin. 26 juin. C'était le 26 juin aussi, oui, le 26 juin à Gélan, à Lyon. C'était dans le cadre de la Coupe des Confédérations. Donc c'est triste et c'est pour dire la qualité des gens que nos routes mangent, passez-moi l'expression. Parce que vous savez, quand on est un Landingemo,
pratiquement, on est l'élite de sa famille, on est le leader. Mais il y a bien d'autres anonymes camerounais qui meurent aussi. Qui meurent aussi et qui sont les piliers de leur famille. Donc ces accidents de la circulation, c'est un phénomène qui va au-delà des routes. D'après les chiffres que j'ai ici, 4000 personnes ont été handicapées du fait de l'accident de la route. C'est-à-dire que du fait de cet handicap, certaines de ces personnes ont pu retrouver une activité génératrice de revenus. La plupart de ces accidents de la circulation sont imputables à l'excès de vitesse. Donc, ceux qui nous regardent en ce moment, c'est la période qui est propice au déplacement, puisque nous sommes, pour ceux qui vont à l'école, nous sommes dans le grand cas des vacances scolaires et il y a des mouvements de personnes d'une ville à l'autre. Donc, il faut que les chauffeurs sur la route, je ne vais pas revenir sur l'état de route, mais il faut également que ces chauffeurs-là puissent comprendre que l'excès de vitesse est très dangereux pour les passagers qui portent et également pour eux. Donc je les invite à la prudence. Et je veux également ajouter la conduite en état d'ébriété. Il y a des causes comme ça qui ont été officiellement repérées et même également l'état du véhicule. C'est 17% des causes des accidents de la circulation. Je voudrais qu'on revienne sur les images que les nouveaux médias nous proposent, que ce soit les médias, parce qu'on l'a vu même sur les sites des journaux en ligne, les groupes WhatsApp, etc. C'était des images effroyables. Est-ce qu'il n'y a pas un tamis qui accepterait se retrouver dans cette situation-là, dans une situation aussi difficile? Qui accepterait? Personne, nous condamnons cette diffusion des images insoutenables. C'est pourquoi moi, lorsque je tombe sur ce type de publication, je signale pour que ça génère au niveau de la plateforme du réseau social une suppression totale. Donc nous ne pouvons que condamner cela et nous invitons les Camerounais à véritablement avoir de l'empathie, de ne pas être toujours là à diffuser et à balancer tout sur la toile ou bien sur les réseaux sociaux. Il y a l'intimité, il y a la vie privée. Il faut penser surtout aux proches des victimes. Donc nous invitons les autres à ne pas rajouter dans la détresse de ceux qui voient des personnes être arrachées sur nos routes qui deviennent des cimetières. Il y a également un phénomène dans notre société qui mérite d'être condamné avec force. Cette affaire où tout le monde devient caméraman. Il y a une scène, parfois des vies sont en danger et des gens se permettent de filmer au lieu de venir en aide aux personnes en détresse. Parce que ceux qui le font en toute irresponsabilité parce que les images sont effroyables. Même quand on est mort, on a droit à la dignité. Donc je crois qu'il faut que nous condamnions cela et bien évidemment c'est un débat collectif parce qu'à son niveau, il faut qu'on arrête d'abord la chaîne de transmission. Moi, je suis dans des groupes où j'ai vu des personnes insoupçonnées partager ces images. On va avancer avec le sujet se rapportant à l'ordonnance modifiant la loi de finances de l'État du Cameroun. Pour l'exercice budgétaire 2024, l'État veut réduire ses prévisions d'achat de biens et de services de plus de 80 milliards de francs CFA. Les réductions de ces dépenses sont en droite ligne des instructions du président de la République relatives à ce que le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Gongor, a appelé la rationalisation des dépenses publiques de fonctionnement. C'était dans une lettre qu'il a adressée le 4 janvier 2024 au secrétaire général des services du Premier ministre. Alors la question du train de vie de l'État revient. L'on se propose de réduire les factures d'eau, d'électricité, de gaz et d'autres sources. Il faut rappeler qu'il y a ambivalence entre ce qui est dit et les faits. Parce que quand vous regardez la loi de finances qui a été adoptée en 2023, qui actuellement, avec cette ordonnance, veut une rectification, vous voyez bien que c'est une prime à la gabegie. Vous ne pouvez pas valider un budget où les ministères font des acquisitions des véhicules de l'ordre de 100 millions de francs CFA. Donc vous voyez que la qualité de la dépense d'abord est questionnable et nous ne pouvons pas donc dire que le secrétaire général, même si ses vœux sont de bonne foi, mais sont des vœux pieux parce que les faits ne corroborent pas avec la parole. Nous voulons des actes. Nous sommes dans une situation où le pays est en difficulté. On connaît un marasme économique où le pouvoir d'achat des Camerounais s'amenuise de jour en jour. L'exemple, les hautes autorités doivent prêcher par exemple, l'exemple de sobriété. Et la loi de finances rectificative ne donne qu'un chèque en blanc pour l'endettement encore du Cameroun.
Quels sont ceux qui vont payer ces dettes? Ce sont les générations futures. Alors, Nous demandons d'être plus efficients et plus efficaces dans les actes. Thierry, c'est un point de vue. Hein. Est-ce que c'est intentionnel? C'est simplement cette résistance à l'exigence qui est l'exigence de rationalisation et de l'amélioration de la qualité de la dépense est dictée par le président de la République et même demandée par la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, qui sont des partenaires au développement du Cameroun. Comment vous expliquez cela? Parce que depuis 2016, 17, 19, on en parle. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut? Au lieu de se lancer dans une quête de la réduction du train de vie de l'État, et d'abord c'est un serpent de mer, parce que c'est pas aujourd'hui qu'on en parle. Vous serez surpris que le premier discours appelant à la réduction du train de vie de l'État date des années 90. Et on invitait même les populations à suivre. La fameuse expression « serrer la ceinture ». Et on avait aussi une autre expression qui a disparu du langage public, le bout du tunnel. Parce que la récompense pour le serrage des ceintures, c'était qu'on aura le bout du tunnel en face. Je crois qu'il faut engager, surtout se mettre dans des perspectives que nous pouvions atteindre. D'abord, il y a d'un côté quoi? Il y a ce qu'on appelle la redistribution de la richesse nationale. Je crois que c'est plutôt vers là qu'il faut aller. Parce que quand nous observons le Cameroun, nous voyons qu'il y a une petite minorité, une très petite minorité, qui capte près de 80% de la richesse nationale. Je crois que c'est par là qu'il faut. Il faut une justice sociale, il faut une redistribution. Vous aviez des gens ici qui ont tout. Passez-moi l'expression. Or, vous aviez des gens également ici dans ce pays qui n'ont rien. Donc, il faudrait qu'on puisse trouver un équilibre afin qu'au Cameroun, il y ait un minimum. Et il y a également, parmi les facteurs que le gouvernement peut, ou les leviers que le gouvernement peut activer, il y a la lutte contre la corruption. Quand vous prenez, vous lisez les chiffres de la CONAF. Oui, Thierry, peut-être qu'il y a ça, mais nous nous limitons à ce qui est dit dans l'ordonnance du 20 juin dernier. C'est un élément important dans cette ordonnance, la réduction du train de vie de l'État. Et je voudrais passer directement au président Kal-Diop. En 2019, le journal Écho Matin a attiré déjà l'attention en indiquant que plus de 50% du budget de l'État continue d'être consacré aux dépenses de fonctionnement, dont les subventions aux entreprises publiques, les primes et gratifications, vous avez toutes sortes de dépenses. Mais est-ce que vous qui représentez les consommateurs aujourd'hui, vous avez l'impression que cette mesure-là peut permettre aux consommateurs de se sentir à l'aise? Peut-être parce qu'on parle de 80 milliards de réduction. Est-ce que ça peut aider le consommateur à retrouver son train de vie? Moi, je dis non. Je dis non parce que... Vous n'êtes pas excessif? C'est-à-dire le consommateur final, le dernier consommateur à la base, ne ressent pas toutes ces mesures. Toutes ces mesures, pour moi, sont les discours politiques. Discours politiques des élites qui veulent préserver leurs avantages. Voyez-vous, Séverin, combien de personnes sont-ils fonctionnaires au Cameroun? Je crois moins de 200 000, quelque chose comme 300 000 ça. 300 000 et poussières, d'accord. 300 000 et poussières, d'accord. Maintenant, toutes ces mesures, gratifications, séminaires et autres, c'est réservé uniquement. Mais il y a un effet multiplicateur. Non, attends, je dis ça se révèle. On le voit en ville, monsieur le président. C'est réservé uniquement à cette minorité. Il y a un mouvement dans la ville quand même. Quelle est la mesure qu'on a prise pour le bas peuple? Moi, je ne vois pas. Ça n'a aucun effet. Ça, ce sont les discours politiques. La réorientation des dépenses vers des choses. Je dis, ce sont les discours politiques. Nous, en tant que consommateurs, on ne ressent pas cela. Regardez, par exemple, comme l'a dit tout à l'heure notre confrère, pendant qu'on dit de réduire le train de vie de l'État, tous ces ministres-là sont en train de faire des bons de commande d'achat de véhicules de 100 millions et poussières. Ce n'est pas les ministres qui font des bons, c'est l'État qui leur donne cette autorisation-là. Est-ce qu'ils sont obligés de prendre des véhicules de 100 millions? Est-ce qu'ils sont obligés de prendre les véhicules de 100 millions pour quelqu'un qui circule uniquement, par exemple, je prends par exemple le SG des ministères, qui est rien qu'ici à Yaoundé, qui ne va pas au-delà de la ville de Yaoundé? À quoi un véhicule de 100 millions et le carburant à lui alloué lui sert à quoi? Nous sommes dans une économie où, par exemple, les opérateurs économiques sont devenus des bains à Amsterdam. Ils achètent à l'extérieur pour venir revendre au Cameroun. Ce qu'on produit, on n'arrive pas à consommer. Et on produit de manière disproportionnelle, c'est-à-dire en quantité très résiduelle. Hein? Comment voulez-vous qu'on réduise le train de vie de l'État à ce niveau-là? Non. C'est-à-dire, moi je dis, j'insiste ici
à travers cette tribune, de dire aux députés de la République, vraiment, prenez cette ordonnance, jetez ça dans la poubelle, parce que ça ne nous sert à rien du tout. Je suppose que vous avez lu... on a bien lu, hein. Vous avez lu on a bien les lu. motivations qui sont avancées pour... on a bien lu, je cette vous dis... ordonnance-là, ce n'est pas au hasard qu'elle a été prise, il y a des objectifs bien précis. Et donc, demander, dire qu'elle ne sert à rien, c'est un peu excessif. Non, c'est pas excessif. Je vous dis, entre la signature du document et la pratique, c'est ça, la pratique. Oui, mais le document en lui-même, les objectifs du document en lui-même, on ne peut pas dire qu'on va le rejeter. Non. Mais les objectifs... Par exemple, vous avez parlé tout à l'heure de la carte d'identité. On va revenir sur la carte. On est encore sur la... Je crois que... Ça ne nous profite pas, nous les consommateurs, le bas peuple, ça ne nous profite à rien du tout. Mais il ne faudrait pas dire que tout est agité dans cette ordonnance. Il y a des choses qui sont bonnes à prendre. Mais maintenant, c'est bien bon parce que vous ne pouvez pas être dans un pays où des gens manquent. Et là, je veux citer ici les chiffres de l'Institut national de la statistique qui parle qu'au Cameroun, il y a près de 10 millions de personnes. Je ne sais même pas combien nous sommes, mais selon les estimations, nous sommes 4 millions. Donc, nous sommes près de 10 millions au Cameroun de pauvres qui vivent avec moins de 1000 francs par jour. Oh, c'est incroyable. Et c'est même une violence qu'on fait à ces gens-là, une provocation même. Lorsqu'il y a des gens qui abusent des bons de carburant. Et là, je reviens toujours à mon credo. Mon credo ici, c'est la redistribution sociale. Aucun pays au monde ne se développe si il a pour politique l'austérité, s'il a pour horizon la réduction du train de vie de l'État. Il faut avoir un budget ambitieux, un budget d'investissement. Je crois qu'on doit plutôt renverser l'échelle des valeurs. Parce que quand vous regardez la structure même de nos budgets, une grande part, près de 50% même, est consacrée au fonctionnement. 65%. Le fait de dire que la loi rectificative est absolument à rejeter, c'est ça ma préoccupation. C'est une pratique courante, ce n'est pas seulement au Cameroun. Le Cameroun doit financer ses projets de développement. Le Cameroun doit mobiliser des ressources pour conduire sa politique de développement. Et lorsqu'en cours d'année, on constate qu'il y a des choses à faire, on peut passer valablement par cette ordonnance pour le faire. Et je crois que c'est ce qui a été fait. Peut-être que les associations de la société civile que vous représentez, les mouvements de consommateurs que vous représentez, peut-être qu'on ne le ressent pas tout de suite, mais on saurait dire, Alphonse, que cette loi est totalement à rejeter parce qu'il faut mobiliser davantage de ressources pour financer les... Non, je suis tout à fait d'accord, surtout qu'avec l'augmentation de l'enveloppe allouée à la reconstruction des zones anglophones qui passe de 30 milliards, 35 milliards, mais on voulait même que dans cette loi rectificative, cette enveloppe passe à 100 milliards. Avec 35 milliards, c'est toujours un développement, une reconstruction à tâtons. Mais si on allait à 100 milliards, tout de suite le président Kagame allait voir que... Mais puisqu'il faut un plan Marshall, le problème de notre budget, c'est surtout ses dépenses. Il faut que l'investissement, les dépenses d'investissement soient supérieures aux dépenses de fonctionnement. C'est ce que nous demandons. Tant que le budget, les dépenses de fonctionnement vont toujours se tailler la part du lion, nous aurons des difficultés pour adresser les problèmes des Camerounais qui souffrent. Parce que le budget d'investissement, c'est construire les écoles, construire les hôpitaux, subventionner surtout ces start-up. Les Camerounais continuent à tirer le diable par la queue. C'est là notre coup de gueule, notre ras-le-bol, en demandant donc à ces administrations, notamment l'élite gouvernante, à prêcher par l'exemple. Moi, je voulais revenir surtout en disant que si notre Parlement, qui est bicaméral et à majorité RDPC, il faut rappeler que tout mandat impératif est nul. Ces députés, ces sénateurs doivent le suffrage au peuple. Donc, s'ils ne sont pas les relais du peuple, ils pourront être sanctionnés, surtout que nous sommes à la veille des échéances majeures. Il ne faut pas prêter des intentions au Parlement parce que le Parlement n'a pas encore entamé oui, c'est lui qui prête. C'est pourquoi nous avons attiré l'attention des parlementaires en leur disant que ne ratifiez pas cette ordonnance dans sa totalité. Modifiez cela pour voler au secours des populations qui souffrent. Le problème de ce document, moi je vais dire, le problème de ce document, c'est l'orientation de ces ressources mobilisées. C'est une mauvaise orientation. Je vais prendre l'exemple de tout à l'heure. Vous prenez par exemple l'argent, vous mettez pour la reconstruction du Nozo, où la guerre est ambiante. Elle n'est pas finie. Vous construisez
vous le construisez le matin. 2 jours après, on brûle. Et vous pensez qu'il faut laisser, faut pas reconstruire? Attends, ça servait donc à quoi de construire le matin et à 17h, on brûle? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que politiquement, vous répondez à cette question? Au lieu de trouver des moyens pour mettre un terme à cette guerre, pour qu'il y ait vraiment l'accalmie afin d'investir, en attendant la fin de la guerre, qu'on investisse, par exemple, dans les hôpitaux, l'éducation, là où il y a la paix. Moi, je dis c'est ça. Parce que j'imagine que si on avait quelqu'un du nord-ouest et du sud-ouest autour de cette table, il n'aurait pas le même... Non, je voudrais dire à la suite du président que dans toute solution à une guerre, il y a une solution économique. Une solution économique. Parce qu'il y a, et ça a été prouvé, il y a des gens dans cette partie du pays qui ont été entraînés dans cette guerre à cause de leur vulnérabilité. Et il y a des gens également dans cette partie du pays qui ont été entraînés dans cette guerre parce qu'ils n'ont rien vu sur le terrain, comme on dit. Ils n'ont pas vu les infrastructures de base. Et je crois que le fait pour l'État de se rattraper, c'est également une sorte de solution qu'on apporte à cette guerre. Et je crois également que nous pouvions faire confiance à notre armée, qui est parmi les meilleures armées au monde. Ça, il faut le dire. On est fiers d'être Camerounais quand on sait qu'on a une armée d'une telle force, d'un tel professionnalisme, malgré quelques brebis galeuses. Mais au moins, on a une armée qui fait le job. Donc, je crois qu'il faut faire confiance à l'armée pour la sécurité. Il faut attendre la fin de la guerre. Des guerres comme celle-là. Puisque si nous reconstruisons aujourd'hui et demain, on recasse. Cette guerre, président, je voudrais vous dire que non, cette guerre... Il y a des régions où ça a été reconstruit, on n'a pas recassé. Mais, on est d'accord, non? Président, saviez-vous qu'aujourd'hui, la Corée du Nord et la Corée du Sud sont officiellement en guerre? Est-ce que cela empêche que la Corée du Sud puisse se développer? Ok, on avance dans l'actualité cette semaine. Dans l'actualité cette semaine, on va signaler la tenue à Bangui, en République centrafricaine, des travaux de la 6e commission ad hoc des frontières et de la 3e session de la commission mixte permanente de sécurité entre le Cameroun et la République centrafricaine. La délégation camerounaise à ces assises est conduite par le ministre de l'administration territoriale. Elle a d'ailleurs été reçue en audience par le chef de l'État centrafricain, Faustin Archange Touadéra. Et au sorti de cette audience, le ministre Paul Atangandji a fait cette déclaration à la presse. Nous regardons. Nous avons tenu à exprimer notre profonde gratitude au chef de l'État pour cette haute marque de confiance. Vous savez, les problèmes qui concernent les frontières sont des problèmes gérés par les chefs d'État et nous travaillons dans le cadre des instructions, des hautes directives des chefs d'État. Donc le président Touadéra nous a prodigué des conseils, il nous a exprimé, n'est-ce pas, sa profonde gratitude au président Paul Biya pour tout ce que le Cameroun fait pour le peuple centrafricain et il a souhaité plein succès pendant nos travaux. Donc je crois que nous sommes très heureux, nous avons été très honorés et nous avons exprimé notre profonde gratitude depuis notre arrivée, l'accueil réservé à notre délégation. Nous avons le ministre Mayu qui est avec moi, nous avons notre ambassadeur, nous avons les gouverneurs de 2 régions et nous avons les experts qui sont au nombre de 20 ou 22. Donc je crois que globalement il nous a prodigué de très bons conseils comment les travaux devront se dérouler et à la fin de notre mission, je crois que les travaux doivent être soumis au accord des chefs d'État parce que nous travaillons sur des instructions qu'ils nous ont données. L'ordonnance du président de la République du 20 juin dernier, il est donné de constater que le montant des ressources destinées à approvisionner le fonds pour le financement de la reconstruction des zones reconnues économiquement sinistrées, les régions de l'extrême nord, les régions du nord-ouest et du sud-ouest, même si le président ne veut pas que ça se passe ainsi, eh bien, ce fonds a connu une augmentation. À l'opposé, la presse a suffisamment relayé l'indignation des Camerounais qui estiment que cette ordonnance revoit à la hausse le budget de l'État en même temps qu'elle entraîne une augmentation significative des coûts liés à l'établissement et à l'authentification des documents officiels. Le droit du terme du passeport passe ainsi à 110 000 francs CFA, renouvellement, délivrance et prorogation y compris. La carte nationale d'identité, pièce très sollicitée par les citoyens, passe de 2 800 à 10 000 francs CFA. Comment comprendre cette levée de bouclier alors que l'État se trouve dans une logique de modernisation du système d'identification nationale? Alphonse.
Mais non, nous n'arrivons pas à comprendre. Nous, c'est avec stupéfaction que nous avons appris cette hausse de l'ordre de 250% du droit de timbre, dont nous ne comprenons pas dans un pays où le SMIC est l'un des plus faibles au monde, 42 000 francs CFA, on puisse ainsi entériner un tarif de 10 000 francs CFA. Nous ne comprenons pas, surtout que si on veut avoir une politique sous-régionale, on prend l'exemple uniquement dans notre zone CEMAC, au Tchad. La CNI est délivrée à 5 000 francs CFA. Au Congo-Brazzaville, c'est 3 000 francs CFA. En RC, à République centrafricaine, c'est 4 000 francs. Est-ce que vous êtes intéressé à ce que l'État payait, mettait dans la fabrication des CNI? Nous avons questionné. Je vous rappelle qu'il y a plusieurs Camerounais qui travaillent dans des structures internationales de délivrance, de production des cartes nationales d'identité, même des titres d'identité comme les passeports. La valeur matérielle de la CNI, parce qu'il y a deux valeurs, la valeur matérielle et immatérielle. La valeur matérielle ne peut pas dépasser 500 francs CFA. C'est comme une carte de visite. Maintenant, la valeur immatérielle, si on parle des logiciels, si on parle des inventions, comment sécuriser cette CNI, là, on ne peut pas aller au-delà de 2000 francs CFA. En France, la CNI est délivrée gratuitement. Comment vous expliquez cette levée de bouclier, compte tenu des problèmes que nous avons sur la CNI et les pièces identitaires? Alors, si moi je suis ici, je dis je représente le consommateur final à la base. Je dis ceci, on part de 2800 francs à 10 000. Il y a des gens qui seront en zone rurale, si jamais cette ordonnance est validée, mais je pense que les députés et les sénateurs ne pourront pas accepter cela. Les gens qui sont à plus de 50 km d'un poste d'identification, il faut payer le transport pour arriver au poste. Maintenant, payer tous les autres frais. Il y a le certificat de nationalité, bref, les autres documents et autres. Au-delà de ça, maintenant, vous clôturez par le droit de timbre qui est de 10 000 francs. Ça veut dire quoi? De manière concrète, quand il faut le dire, la carte d'identité pour certaines zones, pour l'avoir, il faut dépenser plus de 50 000 francs. Alors, mais je voudrais quand même, Thierry, vous allez prendre la parole tout à l'heure. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Oui, je voudrais quand même, pour qu'on ne se perde pas, je voudrais rappeler que peut-être qu'il y a une explication qui viendra après sur les 10 000 francs. Les 10 000 francs figurent dans un contrat qui a été signé au terme d'un appel d'offres international. Le consortium germano-portugais a été déclaré adjudicateur. Dans les 10 000 francs, il faut construire des centres de production de ces cartes. Il y a la production et la délivrance des cartes qui sera bien localisée cette fois-là. Il faut tenir compte du transfert de technologies. Ça fait partie des 10 000 francs. Il faut, dans la phase de construction des centres, l'ouverture des chantiers de construction, ce qui va engager à la fois la main-d'œuvre, etc. Les 10 000 francs, peut-être qu'il ne faut pas voir 10 000 francs tout de suite, mais il faut voir les composants des 10 000 francs. Non, c'est moi qui avais la parole, sauf si vous le pouvez. Allez rapidement pour que Thierry parle aussi. C'est-à-dire, quand on gouverne un pays, il y a d'abord les mesures qu'on prend selon les opportunités. Le Cameroun, aujourd'hui, vit dans une inflation généralisée dans l'ensemble du territoire national. Ce n'est pas seulement le Cameroun. Non, je parle de mon pays. Hein. Moi, je ne parle pas d'abord de autres pays. Puisque vous prenez ailleurs, vous référez toujours au pays. Ailleurs, au Gabon, on vient de lancer la campagne d'identification gratuite numérisée. Gratuite, je dis bien. J'ai posé une question à Alphonse tout à l'heure, il ne m'a pas répondu. Est-ce que vous tenez compte de ce que l'État met comme subvention dans ce que vous appelez gratuité de la carte d'identité? Vous pensez que ça se fait comme ça? Quel que soit le montant que l'État met pour faire la carte d'identité. Quand c'est à 2800, c'est la question que je pose. Est-ce que c'est à ce moment si précis où les Cameroun sont asphyxiés qu'on doit prendre une telle mesure? Moi, je suis sûr d'une chose. Les gens n'auront pas cette carte d'identité. Ils ne pourront pas. Oh, mais je suis sûr d'ailleurs que ça ne passera pas. Donc, les gens n'auront pas. On ne peut pas continuer comme ça. Alors, quand on lit l'ordonnance, je crois que nous tous nous l'avons parcouru, les motivations qui sont relevées là, c'est que le premier opérateur qui était chargé de produire... Oui, Gilles Malto. Il y a eu des manquements. Non, c'est pas ça. On a connu tous les problèmes que nous avons connus. C'est pas un problème. Moi, je vais revenir sur Gilles Malto. Vous pouvez me laisser parler aussi? Ouais. Alors, il faut corriger tout cela.
Et donc, il y a eu un appel d'offres internationales qui a été lancé. Oui. Alors, forcément, on doit s'attendre à ce que les choses s'ajustent. Mais dire que c'est tel que vous pensez, là, moi, je doute fort. Thierry? Oui, je crois que ce qui est intéressant, parce qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant. Il ne faut pas les écouter, hein, dans ce dossier. C'est des consommateurs. Non, ils se comportent toujours comme ce sont des compatriotes. Nous écouter, hein. Et... C'est nous qui faisons le Cameroun. Non, ce sont des compatriotes et je suis très ravi d'écouter mes compatriotes sur la question. Et en fait, je dis que ce qui est intéressant dans cette affaire, parce que tout n'est pas inintéressant, il y a des choses intéressantes là. Ce qui est intéressant, c'est le transfert de technologie. C'est bien, c'est bien. Mais on peut aussi avoir quelques inquiétudes. Entre-temps, les données, où seront-elles stockées? Est-ce que les données des Camerounais seront protégées assez? Il y a toujours des mesures transitoires qui sont prévues. Donc c'est ce qui peut quand même être... Il y a des mesures transitoires, il s'agit quand même de la nationalité camerounaise. Là, on est quand même un peu inquiet aussi sur la question des données, parce que ce sont des choses très sensibles. Nous sommes encore sur l'opportunité même de ces... C'est là la question. Et bien évidemment, on peut aussi s'interroger, est-ce qu'il n'y a pas de Camerounais qui possèdent une expertise dans le domaine? Nous sommes quand même 64 ans après l'indépendance et nous sommes 42 ans de renouveau. On ne peut pas dire qu'en 42 ans, le régime n'a pas pu produire des Camerounais capables de faire des cartes d'identité répondant aux normes internationales. Thierry, vous n'êtes pas sûr... Vous n'êtes pas sûr... Ce sont les Camerounais qui travaillent. Vous n'êtes pas sur la trajectoire de ma question. Et maintenant, c'est sur l'opportunité. Est-ce que c'est les Camerounais, est-ce que c'est des étrangers? Nous sommes sur l'opportunité de cette mesure-là, qui est contenue dans l'ordonnance présidentielle. L'opportunité, c'est... J'ai la parole, je crois que je vais aller très vite aussi pour permettre aux autres de s'exprimer. En vérité, généralement, on dit que... Quelle est la réponse que vous apportez à la question? C'était quoi le problème avant? Le problème, c'était que les Camerounais faisaient des CENI, des cartes d'identité. On leur donnait un récépissé. Et sur le récépissé, il était mentionné quoi? Validité 3 mois. Donc, après 3 mois, ils étaient censés échanger ce récépissé contre une carte nationale d'identité. Or, il se trouve que cette partie du contrat n'était jamais respectée. Parce qu'il y en avait qui font 2 ans avec des récépissés, 3 ans, au lieu de 3 mois. Parce que moi, j'ai fait la carte d'identité et c'est bien mentionné sur le récépissé qu'on vous donne. La validité est de 3 mois. Et il s'agit d'un contrat que vous passez avec un prestataire qui se trouve être la police. Or, cette partie du contrat n'avait jamais été respectée. Et il se trouve que ça posait d'énormes problèmes à certains Camerounais. Je me souviens qu'à une époque, vous ne pouviez même pas renouveler, je dis bien renouveler votre propre puce de téléphone à partir d'un récépissé. Mais il me semble qu'aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas parce que les compétences du récépissé qu'on délivre aux Camerounais ont été élargies. Avec un récépissé, vous pouviez obtenir une nouvelle SIM. Avec un récépissé, vous pouvez vous inscrire sur la liste électorale. Avec un récépissé, vous pouvez avoir accès à certains services que hier, on ne pouvait pas avoir accès. Donc aujourd'hui, quand on parle d'une carte d'identité en 48 heures, c'est pour répondre à quel besoin? Puisque les besoins, les avantages ou les services qu'on ne pouvait pas obtenir hier avec des récépissés, aujourd'hui, on les obtient. Donc je pense qu'aujourd'hui, il aurait mieux fallu que d'amener cette autre carte nationale d'identité 48 heures. On devrait plutôt continuer à élargir les compétences des récépissés. Et je crois même que le délégué général de la Sûreté nationale, dans plusieurs de ses notes, a dit que ces récépissés-là restaient valides tant que le titulaire ne s'est pas vu délivrer une carte nationale d'identité. C'est-à-dire quoi? Que même si vous aviez un récépissé qui a expiré depuis 3 ans, vous pouvez passer aisément des contrôles de police. Le problème ici, c'est une question, on veut privatiser un service public. Pourquoi les cartes n'étaient pas produites ou ne sont pas produites sous le système Gemalto? Parce que les fonds transitent par le trésor public. On a eu le même cas avec l'ancien passeport. Les fonds transitaient par le trésor public avant que le prestataire puisse avoir sa quote-part. Aujourd'hui, avec le nouveau passeport, les fonds transitent prioritairement dans les comptes du prestataire. Et c'est cette politique qu'on veut déporter au niveau du nouveau système de délivrance de la carte nationale d'identité. Nous disons que ce n'est pas judicieux parce que ça va rendre plusieurs Camerounais apatrides dans leur république. Nous ne voulons pas des Camerounais sans papier chez eux. Comment ça? Mais puisque parce que ça coûte 10 000? Parce que ça coûte 10 000. Nous disons qu'il y a... L'INS d'abord a dit qu'il y a 10 millions de Camerounais
qui vivent en insécurité alimentaire, qui vivent avec moins de 1000 francs par jour et 3 millions vivent en insécurité alimentaire aiguë. Donc, vous ne pouvez pas être dans un pays où vos concitoyens manquent de tout, venir encore causer, engendrer une inflation sur la délivrance. Le principe de modernisation du système d'identification nationale, compte tenu des problèmes qu'on avait, pour vous, il faut non, mais le problème, c'est lequel je vous l'ai dit, c'est parce que actuellement, on veut que l'argent transite prioritairement auprès du prestataire. Et lorsque vous regardez cette ordonnance, la répartition, cette répartition, pour nous, c'est une répartition qui nous choque. Il est hors de question que le prestataire perçoive 90%, le maître d'ouvrage 10% et le trésor public 0 francs. Donc, on paye un droit de timbre qui doit être un denier public, qui doit être une recette fiscale, mais le trésor public n'en reçoit rien. Est-ce qu'autour de ces changements, il n'y a pas la volonté de sécuriser la nationalité camerounaise aussi? L'unique volonté. Il faut continuer avec l'ancienne carte d'identité, il faut continuer avec l'ancien système qui nous a posé beaucoup de problèmes. L'ancien système était sécurisé. Le problème est ailleurs. Hein. Parce que quand on parle par exemple de transfert de compétences, comme venait de dire Thierry tout à l'heure, c'est faux. Puisque dans la pratique, quand il faut par exemple obtenir un passeport, quels sont les gens qui travaillent? Ce sont les policiers. Ce sont ces personnels, les officiers et tous les experts de la DGSN. Il n'y a aucun employé de ces sociétés, du Malto et autres, qui sont là. Non, il n'y a personne. Mais ces policiers sont formés. Mais ce sont les logiciels que nos ingénieurs peuvent mettre sur pied. Ils apprennent quand même ces logiciels. La deuxième chose maintenant, il y a un transfert de technologie. Donc, moi, je vais répondre à l'opportunité. C'est que on donne le marché à une société qui n'a pas pu produire le résultat escompté par le Cameroun. On lui saisit, on prend une autre société. Mais c'est les mêmes gens qui géraient ici hier qui sont là aujourd'hui avec la nouvelle société sur une nouvelle dénomination. Vous n'avez pas la garantie que ça va se passer comme ça? Je pense qu'on n'a pas cette garantie. Puisque l'exemple, c'est quoi? Les récépissés qu'on nous donnait, on disait, après 3 mois, vous aurez votre carte. Moi, par exemple, j'ai un récépissé qui date de 2018. 2018, on est déjà prorogé, fatigué. À un moment donné, je me suis fatigué. J'ai dit, je ne renouvelle plus. Et c'est pour ça que pour l'opportunité, il faut changer les choses et que vous n'ayez plus à garder... Quelle est l'assurance? Quelle est l'assurance? Pourquoi vous doutez absolument une fois, 2 fois. On est encore sur l'examen, on attend l'examen de l'ordonnance. Vous pensez que ça ne peut pas marcher déjà? Moi, je dis ceci, l'opportunité ne s'y est pas. Parce que quand vous dites 10 000, ça c'est corrompre l'intelligence des Camerounais. 10 000, c'est le timbre. Maintenant, parlez maintenant des pièces qui sont allouées pour l'obtenance de la carte d'identité. Je viens parler par exemple de cette carte de nationalité et autres. Oui, mais nous sommes partis de 2800, il y avait toujours ces pièces-là, on restait à 2800 et on va à 10 000. Et ce qui choque les Camerounais, c'est que le prix soit passé de 2800 à 10 000. Oui, et la répartition. Les organisations de la société, vous avez intérêt à expliquer ça à vos membres. C'est-à-dire que la carte, quand elle est à 2800, il n'y a pas que 2800, il y a autre chose qui est fait. Qu'est-ce que l'État même qui prend cette mesure a fait pour expliquer à nous les leaders, pour relayer l'information au grand public? Rien. Rien du tout. On gouverne ici par embuscade. On fait tomber les décisions sur la tête. Vous découvrez ça un jour dans les réseaux sociaux ou bien dans le journal. Non, ça ne devrait pas se fonctionner comme ça. Il faut préparer psychologiquement les Camerounais et essayer d'apaiser. Est-ce que ce n'est pas le rôle des organisations de la société civile de s'informer aussi? L'État fait quoi? Oui, mais n'attendez pas tout de l'État, sinon l'État est dans son rôle. L'État est dans son rôle. L'État est dans son rôle. C'est à vous d'avoir ces informations et d'anticiper. Le consommateur est abandonné. Vous anticipez. Non, ne dites pas que vous êtes abandonné. On a l'impression que vous subissez les choses. Vous n'anticipez pas et forcément vous subissez. Bon, on regarde, les députés sont en pleine session législative. Qu'est-ce qui était urgent pour légiférer par ordonnance? Pourquoi ne pas soumettre une proposition de loi qui ait des débats? C'est une prérogative du chef de l'État, vous ne lui refusez pas ça? La prérogative est encadrée, nous avons une constitution. Oui, mais elle est encadrée, elle n'est pas sortie de la Constitution, on lui permet de faire ça. Et les objectifs sont bien clairs dans l'ordonnance. C'est pour mobiliser... Oui, c'est expliqué, l'État a expliqué. Maintenant, vous pouvez discuter de ce que l'État propose comme motivation. Vous pouvez discuter. Mais sur le fond, le président de la République est dans son rôle. Mais dans la Constitution lui permet d'engager une procédure de loi de finances rectificative. On a d'abord les députés. Je suis d'accord avec vous, on peut discuter. On a des députés mais qui ne dites pas qu'on ne peut pas faire ça. 3 fois par an.
C'est-à-dire sur 12 mois, il cherche 3 fois. Est-ce que Et même quand il compte du siège, fait on que vient encore nous légiférer vivons par un ordonnance. environnement de crise? Il y a la crise en Ukraine, des choses qu'on ne prévoit pas. Il y a le NOSO, comme vous avez parlé. Non, il faut pas. attendez, vous ne pouvez pas négliger ça. Non, on ne peut pas. Est-ce qu'on peut négliger ça, président? Peut-être parce que ça se passe à 1000 lieues d'ici, Oui, mais mais ça a un impact sur nous, sur le consommateur final que vous êtes. On nous a cassé de la tête ici avec les Covid, Ukraine, machin. Et maintenant, ce n'est même plus Ukraine, c'est Israël, machin, et tout ça là. Les faits, c'est où? Je vous ai dit tout à l'heure ici qu'on a une économie complètement extravertie, tournée vers l'extérieur. On paye tout, jusqu'au cure-dent. Tout. Donc nous avons des liens avec les autres alors. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les opérateurs économiques cessent d'être des bayamsés là pour payer à l'étranger et venir nous vendre ici, et c'est des choses qui viennent ici qui ne sont même pas de qualité, qui nous causent plutôt des maladies. Il faut produire localement. Il faut bien lire la loi. Non, il faut inverser les rôles. Allez-y, Thierry. Non, en fait, Je pense que c'est ce qui devait être fait. je crois qu'aucun Camerounais ne peut être fâché si on dit qu'on n'a plus de l'argent pour construire la route. Ou bien pour augmenter des infrastructures de santé et d'énergie électrique. Donc, aucun Camerounais ne peut être fâché si on C'est écrit dans l'ordonnance. Mais je crois qu'il faut... C'est prévu. C'est prévu. Inverser les rôles. Mettez 65% à l'investissement et 35% au fonctionnement. Ça va marcher. Président, relisez. On oriente donc maintenant. Mais quand on relit l'ordonnance, le service de la dette. Relisez attentivement les chapitres de l'ordonnance. Vous allez comprendre là où il y a des changements. C'est bien précisé. Donc, je crois qu'il faut... des milliards, ça nous embrouille, mais c'est bien précisé. Donc, je crois... On s'endette pour payer les dettes. Non, c'est ça le finish de cette ordonnance. Nous disons que la répercussion ne sera que négative auprès des consommateurs. Nous, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons qu'il y ait un dialogue social. S'il y a des institutions, il faut que ces institutions, ou bien des parties prenantes, que ces parties prenantes soient intégrées lorsqu'il y a un projet d'augmentation ou bien de transfert de technologie pour la délivrance de la CNI. Quand on parle de CNI, on parle de nationalité. C'est la CNI qui vous identifie. Vous avez l'acte de naissance, mais vous n'êtes pas encore identifié. C'est avec la carte nationale d'identité que vous devenez citoyen pleinement. Donc, lorsque vous mettez à un prix prohibitif de 10 000 francs CFA, vous voulez qu'il y ait des Camerounais à part et des Camerounais laissés pour compte. Nous demandons donc au gouvernement de revenir à cette décision, de ramener cette CNI, même à 1000 francs. On l'a vu, c'était délivré gratuitement en 2004. Pourquoi? Oui, bien sûr. Thierry. Pourquoi pas? Je crois qu'il faut... Le SMIC étant à 42 000 francs, vous prenez tout votre salaire pour faire une carte d'identité. Vous allez vivre. Président, vous laissez Thierry s'exprimer. Oui, non, je crois qu'il faut sérieusement s'interroger sur la soutenabilité des nouveaux coûts, parce que selon certaines estimations qui ne sont pas officielles, mais une carte nationale d'identité doit revenir entre 15 500 et 16 000 à un citoyen. L'augmentation est exagérée. Le droit de timbre à 10 000 francs, il y a d'autres pièces qu'il faut fournir. Donc c'est beaucoup. Dans un pays où nous connaissons combien les populations sont dans une situation de pouvoir d'achat très faible. Donc c'est exagéré. Et cela pose même le problème de la soutenabilité de cette nouvelle opération. Combien de Camerounais pourront se voir délivrer ces cartes nationales d'identité? Parce que si le prix est trop élevé, il y aura moins de Camerounais qui pourront s'en offrir. Et alors là, on ira vers un flop. Quand il était à 2800, beaucoup de Camerounais, on estimait que c'était élevé. C'était élevé. Et maintenant, quand on part à 15 500, et c'est la réalité. Voyez-vous? Nous demandons au gouvernement de penser à ces populations martyrisées déjà par la double augmentation du prix du carburant à la pompe, qui est passé en moins d'un an de 630 à 840 francs en ce qui concerne le litre de super. Donc c'est trop. Vous avez vu la dernière note de l'Institut national de la statistique, l'inflation est autour de 6,1%. C'est un record pour le mois de mai. Parlons du projet Suède, Cameroun, le projet régional d'autonomisation des femmes et de capture du dividende démographique qui a été au centre d'un atelier international organisé cette semaine à Yaoundé, une initiative qui vise à assurer l'autonomisation des femmes et des adolescentes, leur accès à des services de qualité en matière d'éducation, de santé reproductive. Parlons-en avec le coordinateur national du projet, Dr Alphonse Glory Mba Ngame, que nous regardons.
Il faut dire qu'il y a toute une réflexion qui a été menée. Parce que quand on parle de dividendes démographiques, il y a 5 dimensions de dividendes démographiques. Et au niveau du projet, on a fait une étude de base. Et il savait que sur les 5 dimensions du dividende démographique, 2 ont des indicateurs en deçà de la moyenne. Ça va de la production et du développement du territoire. Donc cette étude a été réalisée et permet d'axer les interventions de l'État. Et toute une réflexion est en train d'être menée avec les différents départements ministériels afin que le budget du Cameroun soit sensible aux dividendes démographiques. Et pour ce faire, donc, de manière pilote, parce qu'il faut montrer la voie, des appuis au niveau du projet SWED sont menés afin que cette année déjà, 30 000 jeunes filles puissent être appuyées au niveau des frais scolaires, des frais exigibles tels que dès la rentrée prochaine, les 30 000 enfants, voire plus, vont bénéficier des bourses et des kits scolaires. Ça, c'est au niveau de l'éducation. En matière de santé, des acquisitions sont en train d'être faites afin qu'il y ait des cliniques mobiles, à savoir 6 dans les 3 régions du nord, de l'extrême nord et de l'Adamawa. Nous allons aussi appuyer la Sénamé pour l'approvisionnement en médicaments essentiels en leur donnant des camions frigorifiques qui vont permettre l'acheminement des camions. 18 boursiers camerounais sont actuellement dans les centres d'excellence de Bamako, d'Abidjan et du Niger pour obtenir des masters en soins de santé obstétricaux. Actuellement, il y a toute une réflexion qui est menée en étroite collaboration avec les différents départements ministériels. Il y a un groupe de travail qui a été mis en place par le ministre de l'Économie afin qu'un observatoire national de dividendes démographiques puisse être proposé à la haute hiérarchie. Alors, on va sortir de ce programme. Thierry, est-ce qu'au fond, les projections, c'est encore des projections, parce que tant que le texte n'est pas sorti du Parlement, est-ce que les projections de l'ordonnance présidentielle du 20 juin ne viennent pas plutôt apporter des solutions aux problèmes rencontrés, par exemple dans la production de la carte d'identité, la délivrance des titres identitaires, notamment la CNI, la carte de séjour, la carte de résident. Compte tenu des délais qui sont raccourcis, on apprend que les premières cartes, c'est peut-être d'ici décembre 2024. Ce sera plus rapide maintenant, plus sécurisé. Est-ce que ça ne vient pas régler ce problème aussi? Mais ça ne vient pas régler. Ça veut dire, si ça veut dire que c'était plus rapide, ça veut dire qu'on a mis les Camerounais dans des conditions d'attente de la CNI pour leur dire que bon, maintenant, comme c'est à 48 heures, acceptez ce prix. Non, nous disons que là aussi, il y a du péril et ce n'est pas sain. Nous demandons au gouvernement de revenir sur cette décision. Il ne faudrait pas venir encore avec cette goutte d'eau qui risque de faire déborder le vase de l'inflation. Donc nous invitons. Alors vous préférez qu'on reste à 2800 et qu'on soit là avec des... Il faut les quitter. Je dis, c'est lui qui a la parole. Il faut les qu'on quitter. Reste sur les photocopies qui prennent des mois, des années. Mais pourquoi c'est à 2800? Parce que le prestataire n'est pas payé. Le prestataire Gelmato délivrait à 48 heures, 72 heures. Pourquoi il ne délivre plus? C'est une question des dépenses publiques, de la priorité dans le paiement des factures. Donc, comme il y a une unicité de caisse, ces prestataires ont été en difficulté. On l'a vu avec le passeport, on le voit avec la CNI. Donc, c'est aujourd'hui, ils veulent régler la question en disant que le droit de timbre transite prioritairement dans les caisses du prestataire. C'est là où nous exprimons notre désarroi en disant que c'est inconcevable que sur 10 000 francs de droit de timbre, le prestataire va recevoir 90%, soit 9 000 francs, et le maître d'ouvrage, la DGS, 7 000 francs, le trésor public, 0 francs. Donc il y aura 0 francs pour le financement de l'économie camerounaise. Alors, la FOCACO et le COC demandent aux députés de ne pas valider ce texte-là. Oui, nous insistons même d'ailleurs. Je demande si vous vous limitez aux déclarations dans la presse, sur les plateaux de télévision. Est-ce que vous êtes rapproché de ceux qui vont discuter de ce texte-là? De beaucoup, nous avons beaucoup d'amis députés. Voici le problème que nous avons. Oui, beaucoup. Nous nous sommes rapprochés, mais les réponses qu'on nous donne ne nous rassurent pas. Et c'est pour ça que nous disons que cette mesure inique on doit surseoir à cette mesure. Je dis, si on l'accepte, ça veut dire qu'on se met la corde au cou, on se suicide. Il y a un sacrifice à faire. Mais il faudrait demander au peuple le sacrifice qu'il est prêt à consentir.
Parce que quelqu'un qui vit avec moins de 1000 francs, comment il pourra faire une carte d'identité à 15 000? Je pense qu'il faut s'interroger sur la soutenabilité de cette mesure. Et je crois aussi que le président de la République, d'ailleurs l'histoire est là, qui nous démontre qu'il a toujours été à l'écoute des Camerounais. Et nous espérons que cette fois encore, le président sera à l'écoute des Camerounais. C'est une ordonnance présidentielle. Oui, et on a vu aussi certains projets de loi qui ont été retirés une fois arrivés au Parlement. C'est votre objectif? Ce sont des émanations aussi du gouvernement. Donc nous espérons que... On le retire. Donc moi je m'appuie là sur l'homme, le président de la République. Nous arrivons à la fin de cette édition de Scène de presse. Ce n'était qu'une brèche que nous avons voulu ouvrir parce que le texte en lui-même n'est pas encore examiné au Parlement, à l'Assemblée nationale notamment et au Sénat. On va continuer cet échange et certainement qu'il y aura une communication organisée autour de cette nouvelle procédure d'identification au Cameroun. Ce n'était qu'un débat. Merci à vous d'être venu, surtout de Douala. Merci beaucoup. Vous vous êtes déplacé jusqu'ici. Merci à vous Thierry. Merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce programme. Bonne suite des programmes sur la CRTV.